7h30. Chers amis, allez, on continue cette matinale Toxin. Ce matin, c'est le grand entretien. Et dans le grand entretien, je voulais qu'on parle du thermomètre, du baromètre, de la corruption politique en France qui ne cesse d'augmenter. Et ce matin, pour en parler, quand on parle de baromètre et surtout de corruption, eh bien, on tombe immanquablement sur l'ami Paul-Antoine Martin. Comment ça va, Paul-Antoine ? Bonjour Nicolas, très bien, très heureux d'être ici sur Toxin et avec toi. Bon, merci beaucoup Paul-Antoine. Alors, toujours, on va parler de ce livre qui a cartonné, bien entendu, beaucoup de choses. Toujours, il faut l'acheter, il faut le lire. Si vous l'avez pas fait, c'est une erreur. Si vous n'avez pas lu ce livre, c'est une erreur. C'est chez Max Milo, Le Clan des Seigneurs, Immersion dans la caste d'État de Paul-Antoine Martin. Cartonne ton livre, Paul-Antoine. Vraiment, même toi, en termes d'interviews, tu fais quand même des grosses interviews assez régulièrement. Oui, ça a bien marché, mais je crois que la population aussi n'est plus dupe et se rend bien compte que ça dysfonctionne très profondément. Et je pense que j'apporte en fait, alors c'est pas comme on l'avait déjà abordé, mais c'est pas une enquête journalistique, c'est un moyen d'aborder psychologiquement ces individus, de voir comment ils fonctionnent et quel est leur état d'esprit. Et j'ai eu beaucoup de retours en fait de personnes qui m'ont lu et qui m'ont dit mais maintenant, après avoir lu votre livre, je les comprends. Je comprends à quel point ils mentent, à quel point ils nous manipulent, etc., etc. C'est pour ça que je te suis. Bon, on se suit, on se connaît, et bien entendu, mais je te suis sur Twitter parce que souvent tu analyses sur Twitter, sur X, et mettez-vous-y sur X, vraiment mettez-vous-y parce que ça me permet je trouve c'est vraiment une source d'information extrêmement importante. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui veulent pas s'y mettre, mais j'ai pas d'action chez Musk, je vous assure, mais je trouve que c'est intéressant et je reviens à toi, cher Paul-Antoine, c'est-à-dire que je te suis et selon les affaires qui sortent, je lis tes analyses qui sont cinglantes, courtes parce que c'est X, mais je me dis effectivement, comme beaucoup de tes vecteurs, mais oui, en fait, Paul-Antoine, il a raison. C'est dingue, en fait. Ils sont comme dans un éléphant dans un magasin de porcelaine, ces gens-là, quoi. Et ton regard est intéressant au fil des jours de l'actualité. Mais complètement. Alors, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, au début, il y a encore 2 ans, je ne voulais pas aller sur Twitter, donc sur X aujourd'hui, parce que j'entendais ce que l'on racontait sur X, etc. Or, aujourd'hui, je pense que je ne m'informe quasiment que par Twitter. Et c'est un lieu, en fait, un des derniers espaces démocratiques de la cité. Et quand on entend effectivement certains grands barons comme Thierry Breton, qui veulent interdire effectivement Twitter, on comprend pourquoi. D'ailleurs, Breton, il ne faut pas qu'il soit fier des comptes d'Atos, parce que ça aussi fait partie des gens qui ont été à la tête de Atos et qui a connu des pertes considérables, cette société Atos. Là aussi, on a quand même quelqu'un qui fait partie de ces seigneurs, en fait, seigneurs entre guillemets, Thierry Breton. C'est un de ces seigneurs, effectivement, qui vit avec de l'argent public, alors fait des allers-retours entre la fonction publique et le privé, fait fructifier son carnet d'adresse quand il est dans le public et le vend quand il est dans le privé, profite de stock options et d'actions absolument, des montants absolument délirants. Quand il est parti d'Atos, il a tout vendu et il s'est fait un pécule de 45 millions d'euros. Tout de même, sans compter tout ce qu'il y a à côté, et puis sans compter aussi qu'il est quand même sénégalais. Ben oui, c'est vrai. Mais c'est vrai. Alors ne rigolez pas, c'est vrai. Sénégalais. J'ai fait un tweet sur le sujet qui a effectivement beaucoup marché, parce que quand on le voit et qu'on se dit mais cet homme est sénégalais, alors il est franco-sénégalais, mais il a profité effectivement d'acquaintance avec le précédent président du Sénégal pour obtenir la naturalisation. La naturalisation sénégalaise en fait. En 2015, et ça lui permet effectivement d'avoir un abattement d'impôt absolument considérable sur tout ce qui est ces émoluments de retraite qui sont à des niveaux de, je crois, 700 ou 800 000 euros par an. Donc ce sont des niveaux d'argent qu'on a même énormément de mal à imaginer, mais ces gens-là vivent effectivement dans des niveaux d'argent considérables. Et ce qui est terrible, c'est qu'ils donnent des leçons à l'ensemble des Européens sans jamais avoir été élus et en ayant quand même une sacrée batterie de casseroles à leur suite. Et c'est là que l'on voit qu'il y a un dysfonctionnement absolument considérable de notre système, c'est que des gens comme ça puissent rester
ne pas être élu et aujourd'hui avoir un pouvoir de plus en plus considérable. Ouais, c'est fou. Tu as raison là-dessus. En plus, c'est des gens. Je pense que tu as dit le maître mot. Ils ne sont pas élus par personne. Ils ne représentent qu'eux-mêmes. Et ils font finalement, ils mettent en place leur intérêt et leur connaissance pour finalement s'enrichir et en donnant des leçons. Parce que s'enrichir, moi, jusqu'à là, j'ai pas de problème. Mais quand c'est en donnant des leçons à tout le monde et en essayant, notamment avec le DSA, le Digital Service Act, notamment de museler, pas mesurer, mais museler la liberté d'expression, il y a de quoi se poser des questions démocratiques légitimes face à ces gens. Enfin, c'est sa personnalité tout de même. Tout en promouvant la démocratie et Oui. tout en se mettant, comment dire, en scène comme un très grand démocrate. Ce sont des gens qui aujourd'hui, en fait, vivent en vase clos, et à quelques-uns. Hein, ça correspond à ce que Jacques Attali avait prévu, je crois, avait exprimé au début des années 2000, en disant il y aura 3 castes. Une première qui, elle, aura toute la liberté et pourra tout se permettre, et qui sera très restreinte. Ouais. Il y aura une autre intermédiaire qui sera en fait une caste remplie en fait d'individus qui ont un minimum de liberté et qui pourront faire un minimum de choses et qui aspireront à monter dans la caste supérieure qui est très difficile d'accès. Ouais. Et puis enfin, il y aura une dernière caste où là, il y aura absolument des gens qui n'auront plus aucune liberté. Et quelqu'un comme Breton, effectivement, je pense qu'il il promeut ce genre de fonctionnement, ce genre de système, parce qu'ils se sont mis en tête à quelques-uns que c'est effectivement le seul moyen désormais, à mon sens, hein, c'est ce qu'ils ont en tête, c'est que la démocratie peut plus fonctionner et que le seul moyen de conserver le pouvoir, c'est d'en disposer de façon totalitaire et très autoritaire. Donc en privant la population de liberté et la corruption, effectivement, elle n'est pas forcément toujours financière ou économique. Elle est aussi par rapport à la privation de liberté, par rapport à une idéologie qui vient contrer les aspirations d'une très grande partie de la population, Ouais. tout en se promouvant démocratique, extrêmement favorable aux libertés, progressiste, etc., etc. On connaît toute la sauce rhétorique que l'on nous sert en permanence aujourd'hui et qui est abominable parce que le sens est complètement inversé. C'est intéressant de le voir en plus. On le voit encore plus maintenant en cette période de campagne européenne. C'est absolument délirant. C'est-à-dire qu'on nous vend, tu l'as dit, on nous vend le progressisme, on nous vend la démocratie, on nous vend la liberté d'expression, on nous vend finalement la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes. Mais on voit que c'est toujours la même caste finalement qui privilégie ses intérêts et qu'au sortir de ça, d'ailleurs, ils nous le disent. Macron nous avait fait coup, rappelle-toi, ça sera moi. Si c'est Le Pen, c'est moi ou Le Pen, grosso modo, c'est moi ou le chaos, ce qu'il nous avait dit. Et là, aujourd'hui, il nous a fait le discours de la Sorbonne 2 en nous disant, grosso modo, qu'il fallait pas que les nationalistes, entre guillemets, gagnent, puisque sinon, ça serait finalement la guerre mondiale, que ça serait absolument dingue. Et on voit bien qu'à un moment donné, il y a cette espèce de chantage, même pas démocratique, à ce que la caste, finalement, se maintienne au pouvoir dans les institutions bruxelloises et au niveau des chefs d'État aussi. Le seul objectif de ces personnes, c'est le statu quo. Ils n'ont en fait que ça aujourd'hui en tête parce qu'ils disposent aujourd'hui d'un pouvoir considérable, d'amitié construite avec les médias, avec énormément d'entreprises du CAC 40 qui sont issues, enfin, dont les dirigeants sont aussi issus de la caste. Donc le seul objectif, c'est le statu quo, c'est de profiter un maximum de ce dont on dispose, parce qu'il y a plus de limites. Oui, mais ils sont complètement entre eux, quoi. Concrètement, c'est une véritable caste. C'est une caste, c'est un entre-soi dans lequel ils se permettent effectivement tout ce que la population ne peut pas se permettre, et ils le cachent derrière une novlangue qui est absolument insupportable quand on sait la décoder. Et quand on est sur X, le petit défaut de X, c'est le suivant, c'est qu'on a l'impression que beaucoup de gens ont compris
ont compris et savent décoder parce que on se rend compte que finalement, beaucoup de ces personnes qui ont compris le système vont aller sur X. Et quand on sort de X, on est absolument consterné de voir l'abrutissement généralisé qui sévit aujourd'hui et qui montre à quel point la force d'abrutissement fonctionne et quelle est la garantie du succès de cette caste. Et ça, c'est absolument dramatique. C'est quelque part désespérant, mais il ne faut pas perdre espoir, il faut conserver effectivement sa liberté de ton et pouvoir dire les choses et pouvoir les décrire effectivement. Mais quand j'ai vu, par exemple, c'était hier ou avant-hier, je ne sais plus. Non, mais c'était hier, je crois. L'arrivée de la flamme olympique à Marseille, avec la foule complètement en délire quand Jules a commencé à chanter. Et bien là, on se dit qu'effectivement, l'abrutissement est généralisé et il est complètement inoculé à une très grande partie de la population. Ouais, je suis d'accord avec toi. D'ailleurs, je voulais t'en parler. Là, Aurore Berger, qui était sorti mercredi, la flamme olympique, il y avait Jules, il y avait toute une série d'artistes qui étaient là. C'est une véritable propagande. On peut en parler. Et Aurore Berger a dit jeudi, notamment le lendemain, sur CNews que Jules avait été choisi parce que c'était ce que les Français écoutaient. Donc, Aurore Berger, qui est ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, dit chez Sonia Mabrouk le jeudi dernier que finalement, Jules a été choisi par les services de l'Élysée ou je ne sais qui, enfin peu importe, que ce soit le COJO ou le COJO, c'est l'organisation des Jeux Olympiques, machin, parce que les Français finalement écoutaient Jules et qu'il était bien que Jules soit venu allumer le chaudron et la flamme. D'ailleurs, ce qui a fait énormément... il y a eu beaucoup de critiques là-dessus, même moi. Enfin, Jules, il savait même pas qu'il y avait des médailles d'or. Il a parlé des médailles de platine. Il a remercié le public en disant merci la zone. Je sais pas ce qu'est trop la zone, mais bon, apparemment, enfin, c'est véritablement dégradant pour les gens qui sont là, dégradant de penser que finalement nous Français nous écoutons Jules. Alors il y a des gens qui écoutent Jules, c'est pas mon problème. Et puis je reviens sur ton idée. On a vu des vidéos de gamines de 15-16 ans en pleurs, littéralement transi des mois face à ce type. Mais là, on se dit, manifestement, il y a quelque chose qui va plus du tout. Parce que moi, j'étais fan aussi, comme jeune, de certains artistes, mais je me suis jamais mis dans des états pareils. Enfin, je trouve que c'était une image saisissante, en fait, de la dégradation du niveau intellectuel général, quoi. Bah, l'abrutissement est voulu. L'abrutissement est voulu, l'abrutissement est construit même, minutieusement construit par des médias qui en fait ne diffusent que de l'abrutissement, d'une part, et la Macronie va utiliser ce Jules que je connaissais pas du tout, et puis aussi d'autres porteurs de flammes, comme les drag queens, j'ai entendu aussi un autre là qui a fait 7 ans de prison pour trafic de drogue. Ah oui, son nom m'échappe effectivement, mais je l'ai vu. Oui. Donc à quelque chose. On est dans un niveau de vulgarité, de nivellement par le bas qui est aussi voulu et qui est très clairement, et c'est là le cynisme de cette caste qui est abjecte, quitte à perdre un pays pour des élections, ils vont effectivement faire passer ce que les cités vont aimer, les cités, enfin, ce dans quoi les cités vont pouvoir se refléter et se reconnaître pour essayer de grappiller des voix. Alors, on va. Et puis les cités, tu as raison, mais une jeunesse à l'abandon. Une véritable jeunesse à l'abandon qui passe sa journée sur TikTok, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat. Je ne sais même pas comment on fait pour être sur Snapchat. Bon, alors, tu vois, pourtant, je ne suis pas très vieux, mais je pense que je suis d'accord avec toi. Et c'était la polémique d'Aya Nakamura sur Edith Piaf pour la célébration des JO. Et après, le retour qu'on nous fait, c'est « Ah, ceux qui sont contre, ils sont racistes ». Oui, mais ça, c'est trop facile, finalement, cette espèce d'attaque et cette accusation diffamante, en plus diffamante. Non, à un moment donné, on peut se poser la question de savoir ce qu'on veut vraiment dans ce pays. Si on est le pays des Lumières, finalement, avec des choses de bonne tenue, ou si comme tu dis, on essaye de mettre des artistes qui sont populaires chez les jeunes et qui manifestement, je suis pas convaincu que là soit leur place sur des événements comme ça. En fait, c'est une question qui est légitime. Hein.
La culture, c'est pas suivre les instincts, c'est pas Ouais. suivre les instincts de la masse, c'est élever en tout cas une certaine aspiration à la connaissance et une aspiration à la découverte du beau. Bien sûr. Là, on n'est pas du tout dans ce cadre-là. On Mm. est dans une flatterie absolument mais imbécile et obscène Mm. pour récupérer des voix progressistes. Donc, on va Mm. avoir Mm. Aka Yaman, je ne sais plus comment elle Ouais. s'appelle. On va Aya avoir, Nakamura, j'ai appris à le dire, hein, au fur et on à va mesure. avoir les Mm. drag queens. Ouais. On va Mm. avoir Jules, et Mm. l'objectif, c'est ça, c'est récupérer des voix pour le 9 juin, et en même temps faire avancer le progressisme, qui est une cause pour eux, Mm. qu'ils considèrent comme nationale. Mm. Dans leur petit entre-soi, c'est Mm. la pensée qui règne, effectivement. Et Mm. on voit bien que la population, comment dire, de façon assez majoritaire, est réticente à ça. Oui. Mais ce ne Mm. sont pas ces Mm. gens qui se déclarent démocrates ne sont Mm. pas démocrates, sont Mm. autoritaires, foncièrement autoritaires, parce que ce que je Mm. décris dans mon livre aussi, Mm. au travers d'un de ces personnages, c'est que Mm. ils sont absolument convaincus qu'ils Mm. savent. Et ils sont Mm. convaincus, ils ont la certitude Mm. d'être des génies, d'être les meilleurs, Ouais. que Ouais. le peuple est un imbécile. Et Mm. donc, il n'a rien à faire de l'écoute du peuple. Et Mm. on voit bien que nous allons vers Mm. une suppression de Mm. l'élection à suffrage universel. Alors, Mm. ça s'appellera toujours vote à suffrage universel, mais il Mm. sera tellement dévoyé, tellement détourné, et Mm. que il n'est plus du tout universel, puisqu'on Mm. aura le choix entre un candidat et toujours le même candidat. Donc Mm. c'est absolument obscène, cynique, et Mm. c'est la pensée de ces individus-là, oui. Ça Mm. c'est de la corruption très profonde. Ça, Mm. c'est de la Mm. corruption d'esprit très profonde, parce qu'elle est perverse, parce qu'on est dans un langage qui est pervers, Mm. qui corrompt les mots. Mm. J'utilise la démocratie pour parler d'autoritarisme, en fait. Donc, on Mm. est vraiment dans le fonctionnement que Orwell a décrit dès 48 de façon magistrale. Et Mm. là, on le vit en direct, on l'a sous les yeux. Mm. C'est Mm. ça qui est absolument terrifiant et effrayant. Mm. Et j'aimerais qu'on poursuive là-dessus parce que j'ai quand même l'impression que les JO aussi incarnent ça. On a parlé de Jules, on a parlé de Aya Nakamura, peu importe. Mais je veux dire par là, ces gens-là ne sont pas vus directement. C'est le choix qui est fait finalement de l'espèce d'animation autour de ces JO. Mais sur ces JO-là, j'ai l'impression que ça revient totalement à ton livre. Sur les JO, les médias sont extrêmement responsables de ne pas parler du dossier noir des JO. Les médias sont responsables aussi de ne pas parler des affaires de gros sous, des affaires du PNF. Le PNF est saisi, je crois qu'il y a 4 enquêtes du PNF en cours, des perquisitions qui ont été faites au COJO, au Comité d'organisation des Jeux Olympiques. Je veux dire, les salaires de Tony Estanguet, qui sont mais délirants. Le salaire de Tony Estanguet est absolument délirant. Tony Estanguet, Tony le canoë, je veux dire, c'est délirant et il y a de plus en plus d'affaires. Donc là aussi, j'ai l'impression quand même que, et le placement des copains, lisez le très bon dossier de Valeurs Actuelles qu'il y a quelques semaines, mais chaque ministre essaie de placer ses copains, la mairie de Paris essaie de placer ses copains, à des salaires dingues pour des emplois parfois, on ne voit pas très bien quel est le rôle attribué à ces gens, mais là, et les médias absolument, c'est les JO, c'est la flamme, c'est Florent Manoudou, c'est Jules, c'est machin, c'est génial, on a Basile Boli, on a Marseille, on a des directs en permanence, une espèce d'indigestion, de bisounours et de flanc. Moi, je trouve que là aussi, les élites, tu as raison, la caste a une certaine forme de décadence, mais les médias aussi participent à la flagorne, au folklore et participent à l'escroquerie de ce truc, quoi. Ben, ils participent et ils sont obligés de participer. Pourquoi? Mmh. Parce Mmh. qu'aujourd'hui, ils sont achetés en fait par le pouvoir, puisqu'ils ont ils touchent tous les ans une Mmh. subvention qui, sans elle, ils s'effondreraient, ils fermeraient tous. Donc, ils Mmh. sont obligés de suivre le pouvoir, et je suis convaincu que de toute façon, il y a un Mmh. chantage. Ouais. Le chantage, il existe entre, tu Mmh. auras la subvention si effectivement Mmh. il n'y a pas d'écart de ta part. Ouais. Ouais. Et puis, tous ces gens-là trempent dans ce système-là. Ouais. On voit bien que lorsque l'on voit une réunion du CRIF, lorsque l'on voit une réunion Mmh. au cercle Montaigne, Ouais, ou ouais, ouais. Mmh. tout Au un dîner tas du de siècle, hein. Au dîner du siècle, siècles, hein. siècles, Voilà. ils se retrouvent tous.
Ils sont Ouais. tous autour de la table. Oui, c'est dingue. Donc, C'est dingue. ils sont tous autour Il de y a la des table. grands éditorialistes, hein. Il y a des grands éditorialistes, des Bien capitaines sûr, d'industrie, il y a des bien plans sûr. politiques de l'opposition aussi, il faut le dire. Il y a plus de 10 ministres qui y participent. Il faut être coopté pour le dîner du siècle, hein. Donc, n'y allez pas. N'y allez pas parce que vous ne rentrerez jamais si vous n'êtes pas coopté. Il y a un conseil Non, mais d'administration qui étudie votre candidature, hein. Donc, n'y allez pas. Voilà. bon, Nicolas, je pense que pour nous, c'est cuit, hein. Oui, non, Ne c'est cherchons mort. pas. Bon, Mm. mais ils mangent tous dans ce gâteau qui est considérable, en fait. Les JO, c'est tellement la partie émergée de l'iceberg où, Ouais. effectivement, comme tu disais, tous les Mm. copains sont placés. On a Ah vu ouais, c'est une Bernard horreur. Pivot, on voit Simès qui se retrouve au COJO, on voit, enfin, Ouais. on voit des gens qui, manifestement, n'ont rien à y faire, Mm. Mm. mais qui, effectivement, vont pouvoir toucher des centaines de milliers d'euros et Mm. ainsi être muselés. Parce que le fonctionnement, Mm. je pense que Macron est le plus grand acheteur Mm. d'âme de la Mm. Ve République. Il a Mm. parfaitement compris comment la psychologie de ces individus fonctionnait, et Mm. donc contre une prébende, contre un chèque, contre une place, Mm. contre un poste à l'Europe, un poste de député, il arrive à acheter tout le monde, que ce Mm. soit de l'extrême gauche à l'extrême droite. On voit une Mm. opposition complètement éteinte. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous finalement leur prébende. Oui. Et il a la capacité effectivement de faire sauter l'un ou l'autre par une Mm. décision Mm. qu'il a sous la main. Donc Mm. c'est absolument indigne d'une démocratie, c'est indigne d'un pays comme la France a pu Ouais. l'être pendant des décennies. Mm. Aujourd'hui, effectivement, on s'est écroulé avec Mm. encore un décorum, mais là, Mm. les JO ont fait tomber le décorum. Moi l'impression que j'ai, c'est depuis Mm. 2 jours, effectivement, le décorum est tombé, Mm. et on voit aujourd'hui un Mm. pays qui a sombré dans le wokisme et le progressisme, Mm. et qui renvoie au monde entier une image qui probablement va choquer. Parce que quand les Mm. Japonais viennent en France, ils viennent pas pour voir une drag queen, ils Mm. viennent pas Mm. Ouais. Mm. Mm. pour voir Joule. Les Chinois non Mm. plus. Ils viennent Mm. parce que c'est l'élégance, parce qu'il y a Mm. du raffinement. Ils, Mm. ils- ils viennent parce qu'ils vont voir ce qui va se faire de mieux en Occident. Est-ce Ouais. que, effectivement, la France portait ce qu'il y avait de mieux en Occident en termes de raffinement, d'élégance, de richesse d'esprit? Et Mm. là, qu'est-ce qu'on montre? On montre le contraire. Mm. Le contraire, absolument le contraire. Donc on est vraiment dans un discours et dans des images inversées. Le pays est en train de se fracasser, et on voit ça en Mm. direct, et on est Mm. effectivement sidéré. Mais la Mm. sidération, j'ai beaucoup appris ça parce que Mm. j'ai dû me renseigner pour essayer de comprendre comment la perversité de ces gens fonctionnait. La Mm. sidération est un outil absolument fondamental pour ces gens. Ouais. Ça permet de taire la masse, de taire ceux qui Mm. observent. On est Mm. tellement sidéré qu'on se demande si vraiment on voit ce qu'on voit. Ouais. Et c'est comme Mm. que le pervers, c'est comme ça qu'il fonctionne. Il Mm. fonctionne par l'image, il fonctionne par la parole, Mm. et donc il sidère la population. Ouais, c'est absolument dingue. Je voudrais qu'on revienne sur l'opposition aussi, parce que je partage ton analyse là-dessus. Là, il n'est pas question de corruption au sens pénal du terme, mais Non. je suis assez d'accord avec toi que les prébendes, les indemnités, qu'elles soient de sénateurs ou de députés, finalement, ou tu connais bien ça, d'être nommé à je ne sais plus combien il y a d'agences d'État dans ce pays, c'est plus de milliers d'agences d'État, mais c'est 2500. absolument dingue. 2500. Voilà. Donc, j'étais pas très loin. C'est Donc, c'est- c'est délirant, c'est absolument délirant. Mais c'est fait pour placer les copains. ben oui, c'est pour ça. Et je me dis, le député, alors je suis assez dur là-dessus parce que je pense qu'effectivement, comme je disais, c'est pas une corruption au sens pénal du terme, mais quand tu as une indemnité de député avec des collaborateurs, des voitures, des machins, et ben effectivement, après, quand il faut le carton pour essayer d'entraver un maximum, c'est ce pouvoir littéralement autocratique, brutal et violent qui se met en place, eh ben on peut comprendre, enfin, on peut estimer, du moins, on peut comprendre le mécanisme de dire les motions de censure, je ne les vote pas. Je suis à l'Assemblée quand ça me chante. Et finalement, les mois passent et les autres, ben, ils sont sur du tapis rouge. Et là aussi, je pense que c'est une corruption en fait intellectuelle et perdre de vue le sens premier, le bien commun, l'avenir en commun et surtout l'avenir de notre pays qu'on voudrait serein, démocratique et apaisé surtout, et apaisé.
et apaisé. Mais c'est ça la corruption. La corruption, elle est à ce niveau-là, effectivement. Quand j'ai un poste qui exige de moi de penser bien collectif, je pense bien personnel. La corruption, elle commence là. Et en fait, quand ce germe-là est entré dans la personne, ça crée effectivement un dévoiement de la mission, un dévoiement de la réflexion de la personne, et elle n'est plus du tout face à sa mission, et elle peut aussi dériver vers une corruption financière. On le voit très clairement au niveau de l'Europe. Je crois que on a un tiers des députés qui sont... un quart à députés qui sont dans des affaires de corruption, effectivement. Voilà. Et c'est là, je me permets, c'est l'enquête Follow the Money que j'ai lue. C'est un quart des députés européens, avec parfois des délits très graves, hein, très menaces de mort et consorts. Hein. Ça va très loin. Hein. Ouais. Donc ça va très loin. On voit qu'effectivement, c'est corrompu à tous les niveaux, finalement. Et il y a l'omerta totale, puisque il faut absolument pas en parler, puisque tout s'écroulerait. Ce que l'on voit aujourd'hui, et c'est vraiment le thème, effectivement, je vois que tu remets l'image de mon livre, mais le thème de mon livre, finalement, c'est quoi? C'est quand l'élite est inexemplaire, quand l'élite ne sait plus, n'incarne plus la mission pour laquelle elle est choisie, pour laquelle elle est payée, pour laquelle elle est construite, parce que ces gens-là, ils ont été construits aussi par un système de formation élitiste qui coûte très cher à la nation. Eh bien, quand cette élite n'est plus exemplaire, le pays, de toute façon, est assuré du désastre. Puisque l'inexemplarité va par capillarité se répandre partout. Puisqu'un ministre peut effectivement être corrompu, puisqu'il peut toucher des pots de vin, etc., pourquoi je ne le ferais pas? Et donc, on est dans une exemplarité de la corruption. Et ça, c'est la garantie absolue du désastre à venir. Et c'est pour ça que finalement, cette caste qui profite aujourd'hui de façon outrancière, et on le voit dans les JO, comme tu disais, parce que les 300 000 euros de salaire dont on parle, c'est hors pub, hors contrat. Oui, c'est hors pub, hors prime. Hors prime. Enfin, je pense qu'il y a énormément, hors avantage en nature, on peut faire énormément, de choses pour contourner effectivement Oui, parce que quand Tony Estanguet est allé en Grèce là, avec le départ de la flamme avec le Belém, avant de se poser dans le Belém, on imagine qu'il n'est pas allé assez frais en Grèce, hein, avec un avion. Ça encore, ça peut se comprendre, ça fait partie de sa mission. Mais il y a tous les à côté. Il y a tous les à côté, voilà. Donc bon, c'est là que la République est en danger. C'est là que la démocratie aujourd'hui disparaît et que le peuple n'y croit plus. Et quand le peuple ne croit plus en la démocratie, parce qu'aujourd'hui on n'est plus en démocratie, mais quand le peuple n'y croit plus, là on court vraiment en termes de nation un grand danger. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que quand l'élite n'est plus exemplaire, un pays ne peut plus faire nation. Alors, il est pays avec une multitude, effectivement, d'individus qui sont sur le sol, mais ils ne font plus nation. Et là, c'est très dangereux. C'est absolument dangereux parce que c'est la possibilité de tous les communautarismes et effectivement, de toute façon, la possibilité à celui qui est le plus fort de prendre les pouvoirs locaux, etc., et plus du tout dans un respect démocratique. Donc, on est dans une phase qui est, à mon avis, une transition vers deux possibles, soit un effondrement avec toujours, un effondrement violent avec une révolte, soit un pouvoir qui se dit, et je pense qu'on va aussi vers ça, un pouvoir qui a besoin, pour garder le pouvoir, de serrer de plus en plus les rênes, et on rentre absolument, à ce moment-là, dans un totalitarisme 2.0, avec, et j'ai été absolument glacé par un documentaire remarquable que j'ai vu il n'y a pas très longtemps chez Off Investigation. Oui, qui font du très bon boulot, Off Investigation. Hein. Tout à fait. Où on se rend compte, et j'ai pris conscience de ça, j'étais pas allé jusqu'au bout du raisonnement, c'est qu'avec le transfert de toutes nos données personnelles vers les GAFAM, aujourd'hui, le pouvoir nous connaît mieux que nous-mêmes.
on dit que quand on like sur Twitter ou sur Facebook, au bout de tant de likes, on peut connaître effectivement nos aspirations politiques, religieuses, etc., etc. Bon, eh bien, quand on transfère toutes ces données-là aux GAFAM qui ont des puissances d'analyse D'algorithme, de calcul. considérables et qu'on les refournit finalement au pouvoir ensuite, eh ben, là, on est dans une capacité totalitaire qui est considérable. Ils savent ce que tu penses, ils savent ce que je pense, ce que X ou Y pense. Et ils peuvent déterminer ce que demain X ou Y peut vouloir faire. C'est vertigineux, c'est glaçant. Alors, il nous reste encore 3-4 minutes, cher Paul-Antoine. Je voulais qu'on réagisse à des faits d'actualité qui sont quand même assez intéressants. J'imagine qu'ils t'ont pas échappé, notamment cet article de Sud-Ouest, de Ouest France, pardon, de Ouest France. On a parlé partout de Prisca Thévenot, elle, qui s'est fait lâcher par l'ensemble de son cabinet. Les gens ont démissionné au fur et à mesure. Il y a eu plusieurs vagues de démissions. Elle est porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot. Ça, manifestement, ça a l'air. Pour moi, c'est pas anecdotique, en fait, ce genre de choses. Tu vois, j'ai quand même l'impression, mais bon, parce que comment tu le perçois? Et après, on parlera de notre ami, on parlera de ce gentil monsieur, notre ami, comment ça s'appelle, Hervé Berville, lui aussi, pareil. Mais d'abord, parlons de Prisca Thévenot et ses démissions. Là aussi, formidable. Cette femme, moi, je la connais pas. Oui. Manifestement, elle n'a rien à faire dans le poste dans lequel elle a été mise. Bon, on l'a vu lors un débat ou une interview absolument édifiante avec Tom Benoît, où elle est manifestement totalement incapable de parler de sujets cruciaux. De la dette, notamment. Par qui est détenue la dette? Tom Benoît lui posait à savoir par qui est détenue la dette. C'était formidable. Tout en répondant de façon arrogante, presque méchante, presque insultante. On voit bien là qu'on a une psychologie de quelqu'un très prétentieux, arrogant, qui n'est pas capable d'écouter, qui n'est pas capable de se remettre en question. Et je pense qu'au niveau de la Macronie, au niveau du gouvernement, ils sont tous comme ça. Et la capacité au mensonge est absolument délirante. Le mensonge, il est parce que aussi ils sont incapables, parce qu'ils ne savent pas argumenter, parce qu'ils ont tout loupé, tout manqué. Donc, cette Prisca Thévenot, elle n'est pas du tout au niveau. Et donc, pour les hauts fonctionnaires qui sont dans son cabinet, c'est absolument terrible parce que c'est une carte de visite pour la suite qui est extrêmement mauvaise. Donc, je pense que ce qui est bien, en tout cas, c'est là qu'on voit que poussé à l'extrême, certains hauts fonctionnaires vont finalement partir. À force. Et je voulais qu'on finisse là-dessus sur Hervé Berville, pareil, c'est un article de Marianne, panne de réveil et gestion calamitieuse d'Hervé Berville, un enfant roi à la tête du ministre de la Mer. J'ai lu l'article, mais ça aussi, c'est édifiant. Ces gens sont ministres. Sont ministres tout de même. Des pannes de réveil, quoi. Non, mais... on retourne dans l'inexemplarité. C'est-à-dire qu'on voit des ministres aujourd'hui que personne n'a envie de respecter. Personne n'a envie de respecter, mais là, tu en as cité deux. Mais il y en a combien d'autres? Oui, c'est avec deux exemples, les deux plus récents. Voilà. Mais ceux-là, à la limite, on ne les respecterait pas parce qu'ils ne sont pas bons. Mais il y en a d'autres, c'est beaucoup plus grave. Il y en a d'autres parce qu'ils ont des casseroles terribles, il y a de la corruption manifeste autour de leur personne, ils ont un passé sulfureux. On ne peut pas respecter ces gens-là. Si on les respecte, effectivement, c'est qu'on devient complice. On devient complice d'un système totalement dévoyé et perverti. Et c'est là que le peuple, effectivement, a vraiment des questions à se poser. De quel côté je me place? Est-ce que je respecte ces gens parce qu'ils ont la fonction de ministre, mais ils ne remplissent rien comme fonction? Ou est-ce que moi, j'exige en tant que peuple d'avoir des vrais ministres? C'est une question. Mais c'est une question à laquelle on peut répondre, bien entendu, dans ce livre-là, Paul-Antoine Martin, Le clan des seigneurs, immersion dans la caste d'État. Achetez-le, chers amis, achetez-le parce qu'on y apprend plein de choses. On espère que tu travailles sur autre chose ou incessamment sous peu, mon cher Paul-Antoine, puisque c'est toujours intéressant, effectivement, avec tes livres-là, de donner des grilles de lecture et d'avoir des informations de toi qui connais bien ce milieu. Merci, Paul-Antoine, d'être venu en ce lundi matin sur Tocsin, en tout cas, pour ce grand entretien. Merci Nicolas, c'est un grand plaisir et encore bravo pour Tocsin qui réalise une performance magnifique, mais qui est à l'image
des intervenants qui est à ton image et à l'image de Clémence. Bravo. Ben, merci en tout cas. Je te remercie au nom de Clémence et de toute l'équipe de Toxin. En tout cas, merci Paul-Antoine d'être venu ce matin sur Toxin. Je te souhaite une excellente semaine et un bon lundi. Merci beaucoup Paul-Antoine. Bonne semaine. Au revoir. 7h30.